Africaines, Africains, amis de l'Afrique des libertés, je vous salue. Ce soir, je voudrais vous dire quelques mots de ce que j'appelle la réelle diplomatie africaine qui met aujourd'hui le bloc impérialiste et le bloc colonialiste en difficulté. La réelle diplomatie africaine. C'est un moment extrêmement intéressant dans l'histoire de l'Afrique. L'Afrique courtisée. L'Afrique contemplée comme la plus belle femme du monde devant laquelle défilent des galants, des prétendants qui chacun y va de ses contorsions les plus simagréiques pour tenter de ravir le cœur de la belle Afrique. Oui, l'Afrique est belle. Elle l'a toujours été. C'est faute d'avoir eu conscience de sa beauté que l'Afrique fut galvaudée. Berceau de l'humanité, l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Écrivez ça. Écrivez d'abord ça. C'est le continent qui possède la plus grande quantité de matières premières stratégiques sur la planète Terre. S'il y a un continent qui mérite le nom de paradis terrestre, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi le terrible raciste Forster, l'un de ceux qui ensanglantèrent l'Afrique du Sud, disait que les racistes occidentaux n'espéraient que d'avoir une Afrique sans les Africains pour en faire le paradis de l'homme blanc. Je cite in extenso le premier ministre criminel Forster, le théoricien de l'Afrique sans les Africains. Emma, papa est en conférence. Tu as promis de te taire et de ne pas faire de bruit à côté du bureau. On est d'accord? Tu arrêtes. Forster, mes chers amis, qui rêvait d'une Afrique sans les Africains, rêvait de l'Afrique sans les Africains parce qu'il sait et il savait ce que M. Jacques Chirac sait et ce que M. Chirac a dit, à savoir que la richesse de l'Europe et en particulier de la France s'est constituée sur l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Oui, après avoir menti sur l'Afrique, comme quoi il n'avait que 1%, 0,5%, rien du tout dans l'échange avec l'Afrique. Et que s'ils envoyaient leurs militaires, leurs bidas pour occuper la Libye, occuper le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, occuper Djibouti, occuper le Soudan, occuper l'Érythrée, occuper la République démocratique du Congo, occuper le Centrafrique, s'ils envoyaient leurs bidas occuper le Mozambique, c'était uniquement pour empêcher que des terroristes ne remontent vers l'Europe. Voilà le mensonge qu'ils ont vendu au niais. Comme si tout le monde n'a pas vu comment le terrorisme est arrivé dans sa dernière vague en Afrique en 2011. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a bombardé pendant 6 mois la terre africaine de Libye, a détruit l'un des États les plus prospères que la terre des hommes ait jamais compté. L'État de la Jamahiriya arabe populaire libyenne socialiste, dirigé par le guide, le camarade Muammar el-Gaddafi. Non content d'avoir détruit l'une des plus belles œuvres de l'intelligence politique humaine, un pays qui avait un niveau de vie supérieur à celui de la France. Ils se sont précipités pour assassiner Kadhafi. Et Hillary Clinton, de ses yeux typiquement torves de sorcière, pouvait dire « We got him ». Nous l'avons eu. À un Barack Obama, qui, en véritable nègre de maison, applaudissait l'assassinat de son frère pour le service de l'impérium. Le même impérium qui a commercialisé des centaines de millions de Noirs, le même impérium qui a agressé le continent africain pendant 200 ans pour tracer les frontières dont certains se gargarisent aujourd'hui avec une fierté
pathologique. Oui, Hillary Clinton et Obama, the architects of disaster, les architectes du désastre, savent très bien que c'est l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la tête de laquelle les États-Unis d'Amérique, la France de Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, la Grande-Bretagne de David Cameron, ce sont ces puissances qui ont attaqué l'Afrique, et dans cette attaque sauvage, barbare contre l'Afrique, ces puissances étaient accompagnées par deux organisations terroristes qu'elles avaient auparavant créées au Moyen-Orient. Al-Qaïda, créée dans les années 80 pour combattre les soviétiques au nom de l'anticommunisme, et l'État islamique créé dans les années 2000 pour dépecer l'Irak, dépecer la Syrie et attaquer l'Afrique. Tout cela avec la bénédiction, une fois de plus, de Barack Hussein Obama. De telle façon que il est important, avant de définir ce que c'est que la réelle diplomatie africaine, de bien caler dans la tête de tout le monde que nous savons qui nous attaque en Afrique. Ce ne sont pas des djihadistes, ce ne sont pas des islamistes, ce ne sont ni des musulmans ni des chrétiens. Ce sont des crétins et des forbans. Je recommence une deuxième fois. Nous, Africains cultivés, réveillés et éveillés, nous savons et nous disons à haute et intelligible voix que nous ne sommes pas attaqués en Afrique depuis 2010-2011 par de soi-disant djihadistes, islamistes. Nous ne sommes pas attaqués par des gens qui prétendraient apporter une nouvelle religion. Non. L'Afrique est attaquée par les mercenaires de l'OTAN. C'est l'OTAN qui les a créés, c'est l'OTAN qui les a armés, c'est l'OTAN qui les a accompagnés dans ce qu'on appelle, si justement, le saccage de la Libye, et c'est l'OTAN qui assure aujourd'hui leur couverture médiatique et diplomatique. L'Afrique n'est pas attaquée pour des raisons religieuses, elle n'est pas attaquée par des musulmans. Elle n'est même pas attaquée par des chrétiens. Joseph Kony, ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est un agent de la CIA, Kony. De la même façon que Oussama Ben Laden était un agent de la CIA. De la même façon que le commandant de l'État islamique est un agent des renseignements occidentaux. El-Baghdadi. Ce sont les agents des mêmes puissances. Il faut le dire au nom de nos frères et sœurs gratuitement massacrés depuis plusieurs années en Afrique. Il faut le dire devant la barbarie de ces organisations qu'on veut présenter comme des islamistes, des djihadistes, alors que ceux-là même qui font semblant de les diaboliser en sont les maîtres. L'Afrique n'est pas attaquée par des musulmans, elle est attaquée par des forbans. L'Afrique n'est pas attaquée par des islamistes, elle est attaquée par des fumistes, des terroristes. L'Afrique n'est pas attaquée parce qu'on veut qu'elle pratique une religion musulmane, parce que c'est faux. Laissez l'islam tranquille. Laissez l'islam africain tranquille. Laissez nos frères et sœurs qui ont embrassé la religion musulmane vivre leurs croyances tranquillement. Arrêtez d'utiliser des concepts islamiques pour déguiser la nouvelle invasion africaine de l'OTAN. Le rappel sauve l'âme, Roméo de Londres. Le rappel sauve l'âme, africaine, africain, européenne, européen, américaines, américains. We know we are not attacked in Africa by Muslims. We are attacked by terrorists, bandits. And those terrorists and bandits got their weapons through the hands of the NATO in 2011 to destroy Libya and to kill our brother, the guide, the leader, Muammar al-Gaddafi. And then they attacked Mali, they attacked Burkina Faso, they attacked Niger, just to continue squandering, looting our gold, our uranium,
looting our silver, our aluminum, looting our lithium, looting our gas, our oil, looting all the commodities God has given to Africans. We know the plan. Don't ever try to lie again. Don't try to lie in Africa. Don't try to lie and to cheat with the truth in America, in Europe, in Asia. Don't try to cheat on earth. Don't try to cheat in the heaven. Don't try to cheat in the air. Don't try to cheat on the water. The truth is known. It is known here. It is known there. It is known everywhere. Africa is not attacked by jihadists, Islamists. Al-Qaeda and Islamic States are agencies of imperialist powers of the NATO. And we say it because we know it, because we can prove it. Even President Donald Trump has been very clear. He said, I'm quoting him, the ISIS founder is Obama, Barack Hussein, former president of the United States, and the co-founder of the ISIS said, former President Donald Trump, who is now candidate to the American presidency, he added, and the co-founder of the ISIS is corrupted Hillary Clinton. End of quote. Let the truth be said. Let the truth be known. Let the truth triumph in this world now. It is time for truth. Ni lo habang kibisubo bon be Africa ikal besle base Islam yong iye jos bes gwet. Mur alog habang kiman Africa. Le Islam yong iye jos Africa. Bur baba nola ba otang bon ba iye jos Africa. Bon babu nol Gaddafi, bon babu tungu Libya, bon babu ti Al-Qaeda ni ISIS nga in nolbes i Africa. Tilana. Oui, je l'ai dit en 3 langues. Je l'ai dit en français, je l'ai dit en anglais, et je l'ai dit en bassa bantou. Que plus personne ne se mette devant vous pour vous utiliser des concepts creux, djihadistes, islamistes. C'est faux. Par conséquent, l'Afrique qui est débarrassée de ce gros mensonge, c'est une Afrique qui maintenant est de retour dans la réalité. C'est cette Afrique qui, précisément, est dirigée par les 3 étoiles polaires de la révolution africaine. Le président Assimi Goïta du Mali, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le président Abdourahmane Tiani du Niger et leurs compagnons. Du CNT, du MPSR et du CNSP. Dans ces 3 pays, à la tête de ces 3 pays, il y a des hommes qui voient clair dedans. Comme on dit chez nous à Abidjan, à la tête de ces 3 pays, il y a des hommes qui sont yérés. Voilà pourquoi les impérialistes et les néocolonialistes occidentaux ont décidé de mener une immense campagne médiatique pour mettre la pression sur la soi-disant durée des transitions. Tout d'un coup, les transitions africaines leur importent au plus haut point parce qu'ils aiment tellement les Africains qu'ils veulent absolument leur imposer leur soi-disant démocratie. Donc nous avons depuis longtemps compris qu'il s'agissait d'une démoncratie, le pouvoir des démons. Mais écoutez, si ces puissances occidentales étaient dirigées par des démocrates, depuis 600 ans, cela se saurait. La traite négrière n'aurait pas été possible. Si d'ailleurs c'était des puissances chrétiennes, elles n'auraient pas ordonné que l'on commercialise les êtres humains. Si c'était des puissances chrétiennes et démocratiques, mais la colonisation n'aurait jamais eu lieu. Avec son lot de barbarie, de déportation, d'extermination, de génocide, jamais la colonisation n'aurait eu lieu. Si c'était des puissances
démocratiques et chrétiennes. Si elles étaient démocratiques et chrétiennes, ces puissances n'auraient pas provoqué les deux plus effroyables guerres mondiales que la Terre ait jamais connues. 14-18, 39-45. Au bas mot, 150 à 200 millions de morts. Si c'était vraiment des amoureux des droits de l'homme, de l'état de droit, des amoureux de l'élévation et de la dignité, mais on n'aurait jamais eu le génocide de Herero et de Namas de Namibie. On n'aurait jamais eu le massacre du peuple Abé au début du XXe siècle. On n'aurait jamais eu le massacre du Congo-Wara chez moi, en Centrafrique, avec Carnot à la tête des insurgés et des centaines de milliers de vies, voire des millions de vies, écrasées en Afrique centrale par les colons français. S'ils étaient démocrates, amoureux des droits de l'homme, chrétiens imbus de la règle d'or, qui dit « aime ton prochain comme toi-même », mais ils n'auraient pas mis en place le système mafieux de la France-Afrique. On fait semblant de vous accorder des indépendances, on vous maintient sous haute surveillance, on maintient des camps militaires pour soutenir des gouvernants voyous, on maintient une monnaie délétère et on pille les réserves de change de 15 pays pendant 60 ans. On met en place un système de contrôle des idées et on appelle cela pompeusement la francophonie. Et par-dessus tout, on harcèle les esprits libres, on procède à des massacres, à des exterminations, à des éliminations individuelles, à des opérations homo. Et dans tout cela, on proclame qu'on est patrie des droits de l'homme, état de droit, démocratie, monde libre, communauté internationale. Astaghfirullah. Oui, job. Ils ont trop menti. Ils ont trop menti. Ils ont trop menti. C'est terminé. Le temps du mensonge est terminé. Ngirabi Tembel Imal. Time for lying has ended. Tilanala. Écrivez ça. Write it now. This is a new era. And truth will shine everywhere. La vérité va briller partout. Vous tenterez de la cacher dans le creux d'une main. Elle échappera par les encoignures de vos doigts. La vérité. Time for truth has come. Oui, cette Afrique, dont la plupart des 54 pays ont été classés depuis plusieurs siècles. Parmi les pays pauvres, très endettés, pays moins avancés, pays sous-développés, pays ceci, pays cela, pays à risque. Pourtant, mamelle nourricière de la planète. Pourtant, berceau de l'humanité. L'Afrique est de retour. Par nos ancêtres angélisés, par le Tout-Puissant, par les peuples réveillés et éveillés, la vérité éclate. Puisque l'Afrique est le continent le plus riche au monde, puisque l'Afrique est le continent le plus résilient de la Terre, puisque l'Afrique est le continent qui a la diaspora la plus importante au monde, puisque l'Afrique est le continent dont les richesses sont convoitées comme aucun autre au monde, les Africains se sont regardés. Ils se sont pesés et se sont sous-pesés et ont compris que s'ils veulent être présents sur la terre, en ce millénaire et au prochain millénaire, il leur faut reprendre en main leur souveraineté. Les Africains doivent reprendre leur souveraineté. Les Africains ont entendu beaucoup d'aveux, comme celui de M. Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha. Monsieur Sarkozy, à votre avis, quel est le pays le plus barbare? Quel est le continent le plus barbare qui est sur la terre? Après vous, Monsieur Sarkozy, nous donnerons la parole à votre prédécesseur, Monsieur Jacques Chirac, pour savoir d'où vient l'argent dont nous nous gargarisons ici en France. Monsieur de Nagui Boksha, j'espère que vous n'êtes pas loin. Quel est le continent qui a commis le plus grand nombre de barbaries sur la terre? Monsieur Sarkozy, venez ici dans l'un des rares moments où la vérité vous a habité. Dites tout, Sarkozy. Ne gardez rien. Dites tout.
Dites-nous tout, monsieur Sarkozy. Attendez, je lui donne la parole. À haute et intelligible voix qu'il nous dise quel est le continent qui a commis le plus grand nombre de barbaries sur cette terre des hommes. Monsieur Sarkozy, soyez bref, hein. Ok, je vais prendre votre version la plus courte, parce que c'est celle-là qui a vraiment... Ah, voilà, vous êtes là. Je vais vous dire une chose. Oui, soyez clair. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah bon? C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Non, 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 monsieur Sarkozy, s'il vous plaît, recommencez. On n'a pas bien entendu. Vous avez la parole, monsieur Sarkozy. Je vais Sarkozy. vous dire une chose. Oui, vous dites quoi? L'Europe... Mais, monsieur Sarkozy, qui vous a coupé la parole? Parlez, là. Je vais vous dire une chose. Oui? L'Europe, de tous les continents du monde, Ouais? est le continent le plus brutal Ouais? où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah bon? C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Ah bon? C'est l'Europe. C'est pas nous. Et je vais vous dire autre chose. Ouais? C'est pas au Moyen-Âge, Oui? c'est au XXe siècle. Merci, merci. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ah! C'est en Europe qu'on s'est battu. Ah ah! Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, Ouais. c'est une stupidité. Très bien. Puisqu'on a oublié la Bosnie. On a oublié la Libye, monsieur Sarkozy. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Considérable. Très bien, monsieur Sarkozy. Ça, c'est vraiment... Je vais vous dire une chose. Non, 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 c'est bon, on a déjà entendu. On va donner la parole à votre prédécesseur. Parce que lui, on lui pose souvent une question et il répond très bien. À savoir, nous qui sommes ici en France, d'où vient l'argent que nous avons tout plein dans nos caisses? D'où vient-il? Monsieur Chirac, s'il vous plaît, permettez-moi de vous sortir brièvement, comme d'habitude, de votre tombe. Vous êtes un compagnon de tous les jours. Pour l'argent, ça vient d'où? Deux présidents français parlent. On oublie seulement une chose, Ouais. c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Ah. Pas uniquement, Ah. mais beaucoup vient Ouais. de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, monsieur Chirac. Alors, il y a des gens qui me disent souvent, mais c'est répétitif, vous avez déjà dit ça. Et la répétition est révolutionnaire en temps de domination. La répétition, c'est la base de la pédagogie. Tous les livres sacrés nous disent que le rappel sauve l'âme. Mais je ferai répéter Chirac et Sarkozy le plus longtemps possible, même s'il faut qu'on les fasse répéter 20 fois par jour, pour que les Africains se déniaisent et se débarrassent du mensonge, ce sera fait. Écrivez ça. Donc, ceux qui n'aiment pas la répétition, ceux qui n'aiment pas la pédagogie, n'ont rien à faire avec moi. Je suis le docteur des preuves. Je sais comment une idée vraie pénètre un crâne. Je sais comment une idée vraie devient un comportement. Et il faut rappeler aux Africains. Donc, à partir du moment où nous sommes dans la réalité, c'est-à-dire, la réalité c'est que nous sommes le continent le plus riche, l'Afrique. La réalité c'est que nous sommes le continent le plus convoité et le plus agressé de la Terre. La réalité c'est que ceux qui nous agressent sont les mêmes qui prétendent venir nous aider à combattre nos agresseurs. C'est-à-dire à les combattre eux-mêmes, ce qui est une contradiction dans les termes. Ce qui indique très clairement que ceux qui viennent nous proposer de l'aide antiterroriste, alors même qu'ils ont créé les organisations terroristes, qu'ils financent des terroristes, qu'ils arment les terroristes, qu'ils renseignent les terroristes, qu'ils font la couverture médiatique des terroristes, ceux-là, ce sont les pompiers pyromanes. Pyromaniac firefighters. C'est ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. C'est de la duplicité. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le rappela parfaitement en son temps au ministre français d'alors des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui demandait à la Russie de ne pas s'opposer à l'intervention militaire, et bien de la France au Mali pour stopper ce qu'ils appelaient abusivement les djihadistes à l'époque, en 2013. Lavrov dit alors à Fabius, « Mon cher Laurent,
vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Fabius de Guerlas, battu à plate couture par le chef de la diplomatie russe, rétorqua « c'est la vie ». Car pour lui, la vie, c'était d'être ministre de la duplicité, du double jeu. D'un côté, on prétend aider les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Africains à combattre les terroristes, et de l'autre, on les fait venir. Le but étant de maintenir l'Afrique dans un état de fragilité structurelle pour pouvoir continuer à piller son uranium, son pétrole, son or, son diamant, son lithium, son manganèse, son gaz. Bref, continuer à piller son coltan, piller son bois, son café, son cacao, se servir ad vitam aeternam des richesses de l'Afrique pour nourrir la domination, l'hégémonie de l'Occident sur la terre. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Et les dirigeants des pays qui sont installés dans cette réalité, qui assument cette réalité, pratiquent justement ce que j'appelle dans cette conférence la réelle diplomatie. Qu'est-ce que c'est que la réelle diplomatie? Mais c'est une diplomatie qui tient compte de nos réalités. Définition de la réelle diplomatie africaine, une diplomatie qui tient compte des réalités africaines. Pour bien comprendre la notion de réelle diplomatie africaine, il faut se souvenir de l'anecdote de Nelson Mandela, interrogé par un journaliste impertinent américain. Oh, Mr. Mandela, you have just got out from the jail, from prison, and the first thing you are doing is to visit those dictators who are enemies of freedom, like Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Yasser Arafat. Are you not ashamed, Mr. Mandela, to visit such head of states who are criminals, dictators? This is not an example you are giving to the South African people. Monsieur Mandela, vous venez de sortir de prison. Et la première chose que vous faites, c'est d'aller visiter tous les dictateurs de la terre. Kadhafi, Yasser Arafat, Fidel Castro. Des gens vraiment peu recommandables aux yeux de la communauté internationale. Des gens qui ne sont pas connus pour l'amour de la démocratie. Ce sont eux que vous, Mandela, vous allez voir. And then Mandela answered. There is a very, very singular mistake that you people, you Western powers, often make concerning Africa, is to think that we have to determine our international relations following your own interests and not following our own interest. And to think that your enemies are necessarily our enemies and that your friends must be necessarily our friends. But in fact, we African too, we determine our international relations following to our own interest and not following yours. And those who helped us, not only in words, but giving us weapons, giving us money, giving us diplomatic help, we will never shame. We will never deny them. We will be absolutely grateful to them. Oui, vous, politiques occidentaux, dit Mandela, il y a une erreur fréquente chez vous, c'est de penser que nous, Africains, devons déterminer nos relations internationales, non pas en fonction de nos propres intérêts, mais en fonction de vos intérêts à vous, vos intérêts. Et que vos ennemis doivent être forcément nos ennemis. Vos amis, forcément nos amis. Or, nous déterminons nos relations internationales sur nos intérêts à nous, Africains, nous aussi. Et sachez que nous ne serons jamais ingrats envers ceux qui nous ont aidés quand nous étions au fond du trou. Ceux qui ne nous ont pas seulement aidés en déclaration, en mots et en communiqué, creux, vaseux, mais qui nous ont donné les armes pour nous libérer, qui nous ont donné de l'argent pour faire face aux nécessités de notre combat. Mandela a dit cela aux journalistes américains, nous ne les bouderons jamais. Et il conclut en disant, this is the position. En tant que grand avocat bien formé, il conclut en rappelant que c'est la thèse qu'il défendait. Mais ça, c'est la thèse que l'Afrique défend. Et c'est une thèse fondamentale. Cette thèse de Mandela s'appelle la thèse fondamentale de la réelle diplomatie africaine. L'Afrique ne détermine plus ses relations internationales en fonction des positions des puissances coloniales,
des puissances impérialistes, des puissances néocoloniales ou des puissances hégémoniques. Non. L'Afrique de ce 21e siècle détermine ses relations internationales en fonction de ses réalités, de ses priorités. D'où la célèbre doctrine de la trilogie malienne, reprise au Burkina Faso et au Niger, la trilogie de l'AES. 1. Souveraineté. 2. Liberté de choix stratégique des partenaires. 3. Défense des intérêts vitaux de nos peuples. Ceux qui veulent marcher avec les Africains acceptent ces 3 choses. S'ils ne veulent pas, ils passent et ils nous montrent leur nuque. Vous avez compris? C'est cela qu'on appelle la réelle diplomatie. Alors, pourquoi je vous parle de ça ce soir? Et ça fait 30 minutes que je vous parle. J'ai observé que chaque fois maintenant qu'un grand pays en éveil, un pays panafricaniste, un pays dont les dirigeants sont engagés dans la révolution, reçoit des diplomates de pays étrangers, il y a des Africains et des Africaines, mes frères et sœurs, sans doute très inexpérimentés en matière politique, qui viennent en déduire que c'est une faute. Par exemple, la presse d'État malienne a montré le numéro 2 du CNSP, le ministre d'État général de corps d'armée Salif Oumodi, recevant une délégation du ministère allemand de la Défense. Et les commentaires que j'ai lus sous ces images-là, les commentaires que j'ai lus m'ont montré qu'il y a de l'immaturité encore dans notre opinion. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de tisser des relations internationales. Et en tant que tel, en diplomatie, un pays a intérêt à être en contact avec le maximum de diplomates étrangers, y compris les diplomates du pays ennemi. Pour que les relations internationales soient possibles, il faut qu'il y ait toujours un contact. Il faut qu'il y ait une interface. Il faut que les uns et les autres aient le moyen d'apprécier et de jauger leurs intentions réciproques. En tant que la diplomatie, c'est-à-dire les relations internationales, sont impossibles sans contact, il y a donc ce qu'on appelle un formalisme, un protocole diplomatique apparent auquel il ne faut pas vous fier. Quand le numéro 2 du Niger reçoit une délégation du ministère de la Défense de l'Allemagne, vous devez constater qu'il s'agit là de l'application du principe du parallélisme des formes. Une délégation du ministère de la Défense allemande qui vient rendre visite au Niger est reçue par le chef de la Défense, le ministre d'État à la Défense du Niger. C'est logique ou c'est pas logique? La diplomatie consiste à savoir pourquoi ils viennent, à les écouter d'abord. Après les avoir écoutés, leur dire ce qu'on pense de ce qu'ils ont dit. Et ensuite, leur montrer la direction de leur avion pour qu'ils montent dedans et qu'ils rentrent chez eux sans problème. C'est ça la diplomatie. En diplomatie, tu dois être prêt à recevoir même un émissaire de ton ennemi quand c'est dans ton intérêt. Je dis bien pas systématiquement, mais quand c'est dans ton intérêt. En diplomatie, tu dois être prêt à recevoir même un émissaire de ton pire ennemi quand c'est dans ton propre intérêt. Et il faut que les Africaines et les Africains élèvent le niveau de compréhension. Puisque la diplomatie est l'art des relations internationales. Un pays comme le Niger, mais c'est parce que les diplomates français ont été méprisants. Mais ils avaient un consulat qui était resté là à Niamey. Ils avaient un vice-consul, ils avaient du personnel qui pouvait continuer et qui a continué pendant longtemps à échanger avec le personnel du ministère nigérien des Affaires étrangères. Mais même quand les ambassadeurs du Mali en France et de la France au Mali sont partis, vous pensez qu'il n'y a plus de contact entre l'ambassade, le consulat du Mali, de France au Mali et les autorités maliennes? Le contact est là. Vous pensez que le consulat du Mali en France n'est plus en contact avec le ministère français des Affaires étrangères? Le contact est là. La diplomatie est un domaine régi par la règle de la réalité. Cette règle n'est pas la seule. Dans un pays déterminé à être autonome, cette règle de la réalité est soumise à celle de l'idéalité. C'est-à-dire que si on entretient des contacts diplomatiques, c'est pour pouvoir mieux défendre notre souveraineté. Voilà comment un pays qui marche vers
la véritable autonomie fonctionne. Mais ils ne coupent pas les relations, ils ne coupent pas les ponts, ils ne coupent pas les contacts. Parce que si vous avez un ministère des Affaires étrangères qui n'a pas de contact avec le maximum de diplomates dans le monde, mais il ne pourra pas efficacement participer à votre défense. Il y a le contact diplomatique et bien sûr, il y a l'espionnage et le contre-espionnage. Parce que les États doivent forcément rester au contact les uns des autres pour pouvoir chacun anticiper autant que possible et réaliser ses plans. Puisque les États n'ont point d'amis selon la règle, mais des intérêts d'abord. Mais pour défendre vos intérêts, vous devez vous donner les moyens d'être au courant de ce que les autres font, de ce que les autres pensent, de ce que les autres veulent faire. Vous comprenez? Donc, j'appelle les Africaines et les Africains, comme je les ai appelés pour la question sénégalaise, à faire un effort de discernement, à élever le niveau. Je vois des gens qui sortent, ils branchent leur Facebook, ils voient une photo. Ah non, mais pourquoi ils reçoivent même les diplomates allemands? Ils ne doivent pas les recevoir. Qu'est-ce que vous en savez? Quelle expérience vous avez de la diplomatie? Recevoir un diplomate, ça ne veut pas dire partager ses idées. Recevoir un diplomate, ça ne veut pas dire faire ses 4 volontés. En diplomatie, vous devez avoir le contact. Donc, ne prenez pas le moindre contact entre les autorités panafricanistes du continent et des diplomates ou des représentants de pays impérialistes, néocolonialistes et consorts. Ne prenez pas cela comme une trahison. Car cette réaction prouve que vous ne savez rien à ce que c'est que la diplomatie et que vous devez retourner à l'école. Achetez. Achetez, même pour ceux qui lisent l'anglais, le français, le russe, achetez des livres pour apprendre ce que c'est que la diplomatie et vous ne direz plus d'âneries comme ça. Oh, pourquoi il parle avec tel? Mais c'est ça son rôle. Le ministre de la Défense du Niger doit discuter avec les ministres de la Défense de la terre tout entière. C'est le principe du parallélisme des formes. Le ministre des Affaires étrangères du Niger doit, autant que possible, être en contact avec tous les ministres des Affaires étrangères. C'est ça son travail. Même les pays qui se font la guerre finissent par se rencontrer pour signer l'armistice. Mais pour signer l'armistice, il faut qu'ils aient les contacts. Laissez les gouvernements faire leur travail. Ne confondez pas idéologie et diplomatie. Certes, l'idéologie oriente la diplomatie, mais la diplomatie ne se réduit pas à l'idéologie. Pour une bonne part, la diplomatie, c'est la gestion des relations internationales réelles, telles qu'elles sont. C'est la gestion des affaires internationales réelles. Et je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous savez que la France de Macron continue à faire traiter les déchets de ses combustibles nucléaires par la Russie? Je recommence, je vous donne un exemple très simple pour que les Africains, il ne faut pas que nous mourions bêtes chez nous en Afrique. Est-ce que vous savez que la France, là, le président Macron qui a dit qu'il comptait envoyer des troupes pour combattre la Russie en Ukraine, est-ce que vous savez que la France continue à sous-traiter son combustible nucléaire auprès des Russes qui s'occupent de gérer le déchet nucléaire français contre paiement en espèces sonnantes et trébuchantes? Est-ce que vous le savez? Oui! Parce que c'est dans l'intérêt de la France de continuer à sous-traiter la gestion de son combustible nucléaire par la Russie. Donc, le président parle de politique, mais les diplomates, quant à eux, sont là pour veiller aux intérêts de la France. Est-ce que vous savez que le groupe Total continue à fonctionner en Russie et à faire des intérêts, à faire des bénéfices faramineux? Le groupe Total est un groupe public français. C'est un groupe public français. C'est une multinationale publique française. Total. Ancien Fina Elf Serepka. Total. Ça fait 100 ans que ce groupe-là, qui est né de l'exploitation du pétrole en Afrique, fonctionne. Et actuellement, Total continue de s'en mettre plein les fouilles en Russie. Est-ce que vous le savez? Vous avez entendu les dirigeants français ostraciser Total? Donc, ils ont des intérêts en Russie qu'ils ne remettent pas en cause. Pendant que, quand on leur tend le micro, on a l'impression qu'ils vont déclencher la 3e guerre mondiale tout de suite. Donc, entre la France et la Russie, il y a un réalisme politique. Est-ce que vous savez que l'ambassadeur de Russie en France, il est à Paris? Est-ce que vous avez appris qu'on a renvoyé l'ambassadeur de Russie en France? J'espère que vous savez que l'ambassadeur de France en Russie est toujours à Moscou. Vous pensez qu'il est là-bas pour faire quoi? Mais pour travailler, pour rencontrer les autorités russes et défendre les intérêts français. Et que fait l'ambassadeur de Russie, le docteur Orlov,
ici en France, mais il travaille avec les autorités françaises pour défendre les intérêts russes. Voilà pourquoi il faut que vous compreniez très bien ce qui se passe dans l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Burkina, le Niger n'ont pas dit qu'ils rompaient les relations diplomatiques. Ils n'ont pas dit qu'ils rompaient les relations diplomatiques. Ils ont dit qu'ils mettent fin à la coopération néocoloniale. Ce n'est pas la même chose. Ils mettent fin à une certaine politique. Vous comprenez? Et c'est parce que les néocolonialistes voulaient brouiller le message du Mali, brouiller le message du Burkina, brouiller le message du Niger, qu'ils ont essayé de faire passer les décisions courageuses et souveraines de ces pays-là comme étant la haine contre les Français. Ah, le sentiment anti-français. Ce n'est pas le sentiment anti-français. Les Maliens n'ont rien contre des gens de peau blanche ou de nationalité française. Il n'y a eu nulle part au Sahel de lynchage de Français. En tant que tel. C'est faux. Il s'agit de mettre fin à une politique. Le Mali sait qu'il a une forte communauté en France. Pourquoi le Mali? Pourquoi les autorités maliennes se jetteraient-elles contre les ressortissants français alors qu'elles ont plein de ressortissants maliens en France? Est-ce que vous pensez que diplomatiquement, vous pouvez vous attaquer à des civils d'un pays étranger dans votre pays sans exposer vos civils qui sont dans leur pays? Non. Je vois des réactions vraiment puériles de gens qui sont sur les réseaux sociaux depuis quand même un moment et qui devraient déjà avoir acquis une certaine culture politique. Donc je dis qu'il faut acheter les bons livres. Les amis qui sont derrière là, ce sont des professeurs gratuits. Achetez-en. Allez sur les sites internationaux sur la diplomatie, essayez de savoir ce que c'est que la diplomatie. Et peut-être que ça va vous amener à être beaucoup plus utile à nos pays qui sont en lutte par des commentaires favorables. Moi, je vois des gens, je publie un post sur ma page Facebook ou YouTube dans lequel je relate une audience diplomatique qui a eu lieu, je ne sais pas, au Niger, qui a eu lieu au Mali ou au Burkina. Et je vois des gens qui viennent commenter en bas que les autorités de ces pays-là sont en train de baisser de vigilance. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez fait de la diplomatie où? Ces autorités ont des principes, mais elles ont aussi la responsabilité de gérer un peuple. C'est ce que j'expliquais à mes frères de l'opposition togolaise dans mon émission d'hier. Je dis, mais ne jetez pas le bébé et l'eau du bain. Le Mali, le Burkina, le Niger doivent avoir un port, doivent avoir des ports pour exporter leurs marchandises et importer leurs marchandises. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc quand vous voyez le président malien avec le président de facto du Togo, sachez que Assimi Goïta est là parce que ses marchandises passent par le port de Lomé. Vous voyez le président Tchani avec Faure Gnassingbé ou je ne sais pas son délégué. Mais c'est parce que le Niger a besoin du port de Lomé. Et si le Niger n'a pas ses marchandises qui entrent, ses médicaments qui entrent pour sa population, c'est pas vous là, c'est pas nous qui sommes assis derrière nos caméras sur les réseaux sociaux qui allons faire entrer les médicaments. Donc, le thème de ma conversation aujourd'hui, c'est la réelle diplomatie. Apprenons à comprendre et à faire preuve de discernement. Est-ce qu'il s'agit ici des intérêts vitaux du pays? Mais si ce sont les intérêts vitaux, constatons seulement. Et faisons confiance, puisque nous savons que sur des sujets cruciaux, mais ces pays-là ne se soumettent plus. Le Mali a dit qu'il ne veut plus de politique néocolonialiste. Si jamais on voit les dirigeants maliens prendre une position en faveur des néocolonialistes, à ce moment-là, on peut critiquer. Mais écoutez, si le Mali est obligé, je ne sais pas, d'acheter une pièce technique ou d'acheter une marchandise en Allemagne, et qu'il reçoit une délégation allemande, et puis les Maliens et les Allemands négocient, chacun achète ce qu'il veut, il se sépare. Notre problème dedans, c'est quoi? Où est le problème? Vous voyez une délégation de la défense allemande qui vient au Niger. Est-ce que vous savez ce que le Niger a négocié avec eux? Le Niger ne les a pas fait venir pour la mendicité. Si ils sont d'accord pour donner au Niger ce que le Niger veut, mais le Niger leur donne aussi ce qu'eux ils veulent, et on se sépare, c'est ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Quand Bayer Bock est venu en Afrique de l'Ouest, la ministre des Affaires étrangères, qui était arrogante, vous n'avez pas vu le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, l'a recadré en direct devant les journalistes? Est-ce qu'Abdoulaye Diop a duré dans mauvais rêve? Elle est venue à Bamako, quand elle est sortie de l'audience, elle a voulu commencer à parler fort. Abdoulaye Diop l'a cassé en direct. Oui! Pourtant, le Mali
au plus fort même de la crise avec l'Occident, n'a jamais dit qu'il voulait rompre les relations diplomatiques avec tous les pays occidentaux. Il a seulement dit l'occupation militaire c'est terminé. Le Niger dit l'occupation militaire c'est terminé. Mais le Niger peut avoir une coopération bénéfique avec l'Allemagne. Où est le problème? D'autant plus que l'Allemagne, comme vous voyez là, a son ambassade en Russie, la Russie a son ambassade en Allemagne. Vous n'êtes pas au courant de ça? Alors, l'une des accusations qu'on veut formuler facilement contre les pays africains, c'est de dire qu'ils ont remplacé le maître occidental par le maître russe ou le maître chinois. Justement, si les seules relations diplomatiques que le Niger, le Burkina, le Mali devaient avoir, c'était uniquement des relations diplomatiques avec la Russie ou la Chine, mais ça viendrait accréditer cette accusation. Le Niger, le Mali, le Burkina n'ont jamais dit qu'ils n'auront que des relations avec la Russie, parce que c'est impossible. Rien que géographiquement, ils sont obligés d'avoir des relations avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Bénin, l'Algérie, la Mauritanie et consorts. Vous montez, vous descendez, ces pays-là sont là. Et la diplomatie consiste à développer et à construire ces relations-là. Donc, quand je vous dis que la réelle politique est un concept important, il faut que les Africains s'emparent de la réelle politique au sens de la diplomatie, et donc que les Africains maîtrisent la réelle diplomatie. Ça voudra dire que nous pouvons être critiques lorsque nous voyons que les fondamentaux de la lutte idéologique sont en cause. Mais il ne faut pas être critique lorsque ce sont les fondamentaux du travail diplomatique qui sont à l'œuvre. Ne confondons pas la lutte idéologico-politique avec le travail diplomatique. Certes, toute diplomatie véritable est inféodée à une idéologie, mais la diplomatie est, dans le domaine politique, l'un des rares domaines qui peut s'écarter provisoirement de l'idéologie, au nom précisément des intérêts vitaux. Oui! Oui! En 1929, au plus fort de la grande famine qui frappait l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a acheté le blé américain. Oui! Ils ont acheté le blé américain. Alors qu'ils étaient dans la guerre froide. C'était chaud bouillant, ils ont acheté le blé américain pour nourrir leur population. C'est cela qu'on appelle la réelle politique et la réelle diplomatie. Alors, ce qu'on observe maintenant au Mali, au Burkina, au Niger et dans tous les pays sérieux, le Sénégal l'annonce à travers le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son acolyte, le président Ousmane Sonko. Mais il s'agit de coopérer de manière lucide et ouverte avec tous les partenaires rentables. La réelle diplomatie, c'est une coopération lucide et ouverte avec tous les partenaires rentables. Et on n'est pas obligé de coopérer avec un partenaire dans tous les domaines. Il y a des partenaires sectoriels. Il y a des partenaires multisectoriels. La réelle diplomatie consiste à regarder le monde à 360 degrés. 360 degrés. Et dans ce monde que l'on regarde à 360 degrés, comme si on avait littéralement des yeux collés à la tempe et des yeux collés à la nuque, mais aussi des yeux devant, on développe les relations bénéfiques pour son peuple. C'est ça la réelle diplomatie. Donc quand vous voyez un diplomate d'un pays qui n'a pas la même idéologie que les panafricanistes, en visite chez les panafricanistes, notez que cela veut dire que les panafricanistes travaillent pour les intérêts vitaux. Et vous ne pouvez pas travailler pour les intérêts vitaux de votre pays si vous n'écoutez pas tout le monde. Il faut écouter. Ça ne veut pas dire suivre, mais écoutez. Pour voir si votre intérêt est dedans. Alors, moi, je ne sais pas ce que la délégation de la défense allemande est venue dire, mais je sais qu'il y a un minimum. Il n'y aura pas de soldats allemands installés au Niger. Je sais qu'il y a un minimum. La coopération militaire entre les deux pays ne sera jamais comparable à celle qui est en train de se tisser avec la Fédération de Russie, puisque le Niger est en train de remettre à plat tous les accords de coopération militaire basés sur le principe de la supériorité coloniale et néocoloniale. Donc, une fois que vous avez cette confiance, que vous avez une autorité qui travaille pour la souveraineté du pays, laissez-la prendre contact avec toute personne utile. Ça s'appelle le travail du pays. Le travail du pays est compliqué. Est-ce que vous imaginez que les diplomates, on les envoie souvent voir le pire ennemi pour discuter avec lui et revenir rendre compte?
Si un jour vous êtes diplomate, si un jour vos enfants sont diplomates, est-ce que vous savez qu'on les enverra parfois en mission, même chez le diable, pour discuter avec lui, pour le pays? Mais... Donc, élevons le niveau. Le Niger, le Burkina et le Mali nous montrent très bien ce que c'est que se faire respecter. Les délégations qui sont reçues et qui sont bien reçues sont celles qui commencent par respecter les autorités. Vous avez vu comment la délégation américaine a été recadrée. Pourtant, l'Amérique, c'est la grande puissance qui occupe l'Allemagne. Ils sont venus, ils avaient déjà fait la liste des personnalités qu'ils doivent rencontrer au Niger. Ils se comportaient comme s'ils étaient en terrain conquis, donnaient des injonctions et des menaces. Est-ce que le président Tchani les a reçus? Le Premier ministre les a reçus 2 fois et les a recadrés. Ils sont repartis la queue entre les fesses. C'est ça. Les Allemands ont regardé, ont vu comment les relations nigéro-françaises se sont compliquées en raison de l'arrogance diplomatique française. Les Allemands sont revenus en délégation en baissant le ton. Mais quand vous baissez le ton, on peut vous écouter au moins. Quand vous avez fini de parler, si quelque chose nous intéresse dans ce que vous dites, on prend. Si ça ne nous intéresse pas, on dit montez dans votre avion, allez chez vous. Merci. Buvez un peu d'eau avant de partir, parce que nous ne sommes pas, eh bien, des animaux sauvages. Nous avons une tradition multimillénaire d'hospitalité et nous sommes le berceau de l'humanité. Nous savons accueillir les êtres humains en Afrique. Mais quand vous avez fini de nous dire, ah bon voilà, finalement, nous, Allemagne, on aimerait vous aider à lutter contre le terrorisme. On dit, ça c'est bien. Comme on dit chez moi à Abidjan, c'est non qui apporte palabre. Quand vous avez fini, on dit, ah vraiment, on a compris. Oh non, vraiment, nous sommes touchés. Que vous, les Allemands, après plus de 10 ans, vous nous avez vu souffrir ici, vous avez refusé de nous vendre les armes qu'il fallait, vous aviez des radars qui voyaient les terroristes, vous ne nous avez pas dit, mais là, tout d'un coup, parce que vous savez que nous avons un accord de coopération avec la Russie, vous revenez vraiment, on vous dit merci. C'est vraiment gentil. Bon, comme nous, on prend toujours le temps de réfléchir avant de décider. Rentrez d'abord chez vous et on vous dira après ce qu'on en pense. C'est ça la diplomatie, ou bien c'est pas ça? Ça s'appelle un non poli. Oui, le diplomate, c'est celui qui sait dire non poliment. C'est-à-dire quand il te dit non, toi-même tu es content. C'est ça la diplomatie. Ça ne fonctionne pas comme l'idéologie. Il te dit, un diplomate bien formé, quand toi il te dit non, toi-même tu es content de son nom. Tu dis, mais comment tu ne m'as pas dit ça depuis très longtemps? Tellement ton nom est joli. Donc, vous voyez les diplomates qui sourient là. Ils disent des vérités. Et la manière dont vous venez vers eux, c'est la manière dont ils vous accompagnent vers chez vous. Vous venez doucement. On vous répond doucement, mais on vous dit exactement ce qui est en faveur de nos intérêts. Vous venez fortement, on vous répond fortement. Mais oui. Quand Mme Baerbock venait fortement au Sahel, on lui a répondu fortement. Voilà qu'ils envoient une délégation qui parle doucement. On lui répond doucement, on dit merci, rentrez. Merci. Merci, rentrez. Gehen Sie bitte zurück. Gehen Sie zurück nach Deutschland. Rentrez donc maintenant chez vous, c'est bon. On a compris. On verra. Oui. Quand ça ne nous arrange pas, on vous répond doucement comme ça, on dit c'est non qui apporte palabre. On dit, ah, comme disent les Baoulés, tu as compris, j'ai compris. J'ai compris. Faut rentrer, on va parler de ça après. Tu as compris? Non, 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 merci, merci. Vous voyez les diplomates, comment ils sourient. Pourtant, il a mis un gros suppositoire à l'autre. Merci. C'est un sujet d'une très grande importance. Non, 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 le moment venu, on va vraiment en parler sérieusement. Merci, merci. Merci d'être venu, hein. Merci. Et merci, là veut dire non, hein. Ne reviens pas de sitôt. C'est un merci qui veut dire non, mais comme tu n'es pas venu violemment, comme tu es venu doucement, on te fait partir doucement. C'est ça qu'on appelle la réelle diplomatie. Main de fer dans un gant de velours. C'est doux en apparence, mais c'est dur en essence. C'est ce qu'ils sont en train de recevoir. Toutes ces puissances de l'OTAN, là où les Américains échouent, là où les Français échouent, on envoie les Italiens, on envoie les Allemands pour faire les yeux doux.
Ah oui, qu'est-ce que nous vous aimons. Que votre ramage, monsieur le Mali, que votre ramage, monsieur le Burkina, il est plus beau que votre plumage. Oh, Sie sind so schön. Sie sind schön. Niger, Sie sind wunderbar. Les Nigériens sont là et disent, hein? Astaghfirullah. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Bon, votre avion est là-bas. Il faut bien monter. Hein? Bon voyage. Comme c'est la période de Ramadan, on a besoin vraiment de calme. Merci. Merci. Hein? Bonne route. Oui. Non, laissez les diplomates travailler et donnons de la confiance à nos dirigeants. Nous savons qui ils sont. Ils nous ont montré. Qui peut le plus, peut le moins. Quelqu'un qui peut dire aux États-Unis, ah, allez chez vous. C'est les Allemands qui vont venir s'installer. J'ai vu des gens écrire des commentaires. Attention, l'Allemagne, c'est la France. Vous expliquez ça à qui? Au président Tchani? Il ne sait pas ça. Non, quand toi tu expliques quelque chose à quelqu'un, regarde celui à qui tu parles. Un autre est venu. Ah, vous commencez à être très complaisant vers le CNSP. Il faut être ferme. À qui parlez-vous? Vous pouvez être plus ferme que moi. Vous pouvez être plus ferme que moi. Mais d'accord, si vous êtes plus ferme que moi, d'accord, chacun d'entre nous ici a maintenant son YouTube, son Facebook. Allez être ferme là-bas, on va voir. Puisque vous êtes plus ferme, vous en savez plus. Non, on est en face de réelle diplomatie. Ceux qui respectent l'Afrique sont respectés en Afrique. Même quand on leur dit non, c'est un non poli. Vous voyez par exemple la manière dont le Niger a dit non aux États-Unis. Mais c'est parce que les Américains ne se sont pas fendus de trop de déclarations publiques. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la diplomatie française qui était trop bavarde, bruyante, qui faisait du scandale à tout bout de chemin pour montrer que, ah, la junte. Les Américains, ils ne sont pas rentrés dans ce style. S'ils étaient rentrés dans ce style, ils auraient eu la méthode forte. Ils auraient eu la méthode forte. Ils ont procédé d'une manière beaucoup plus réservée. Et voilà pourquoi il leur a été dit d'une manière réservée de partir, de retirer leurs troupes. Il leur a aussi été dit d'une manière très réservée de donner leur calendrier de retrait. Il leur a été également indiqué les modalités pour qu'ils se retirent. Voilà. Donc je voulais vraiment, absolument en parler. La réelle diplomatie, c'est que les pays qui sont dirigés par des élites conscientes, par des élites vigilantes, faisons confiance à ces élites pour savoir à quel moment elles soufflent le chaud et à quel moment elles soufflent le froid. Quand nous avons une élite politique qui nous a montré par sa pratique politique, par ses décisions antérieures, son courage, sachons lui faire confiance. Sachons lui faire confiance, lui donner le bénéfice des actes posés avant et essentiellement être attentif à ce qui est le plus important. Est-ce que l'axe principal est en danger? Est-ce qu'il y a reniement de la parole? Est-ce qu'il y a rupture de la promesse? Quand ces choses-là n'ont pas lieu, laissons les gouvernements panafricanistes travailler. Laissons-les travailler, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. La perspective qui peut être la nôtre, quand nous n'exerçons pas le pouvoir, n'est pas celle de ceux qui l'exercent. Et nous qui n'exerçons pas le pouvoir politique direct, nous devons être assez patients et compréhensifs, je ne veux pas dire complaisants, pour pouvoir mieux soutenir ceux qui exercent le pouvoir. Il faut faire preuve d'une patience, d'une compréhension et d'une grande vigilance. De telle façon que quand finalement on leur adresse un avertissement, ils nous écoutent mieux. Parce que nous avons montré que nous respectons la difficulté de leur tâche. Si on veut faire écouter la voix des militants, des activistes panafricanistes, des intellectuels panafricanistes, il faut que les militants, les intellectuels, les activistes panafricanistes soient doués de la plus grande patience dans l'accompagnement des dirigeants dans leur action. Parce que, comme vous le savez très bien, l'art est difficile, la critique est aisée. Intéressons-nous à l'art. Et comme cela, notre critique, bon, elle ne sera pas une critique précipitée, elle sera une critique argumentée, une critique prouvée, une critique utile, et elle sera une critique vraiment écoutée. Donc, Africaines, Africains, n'ayez pas peur. Les étoiles polaires de la révolution africaine
ne vont pas faire de volte-face diplomatique. Le réalisme diplomatique, c'est aussi une manière de donner une leçon aux puissances arrogantes. Vous nous méprisez, mais vos voisins allemands commencent à nous respecter. Imitez-les. Vous nous méprisez, mais la Chine, quant à elle, elle nous respecte. Imitez-la. Ah, vous nous méprisez, ah mais voilà l'Italie de Meloni qui commence à comprendre comment on fait avec nous. Faites comme eux. La diplomatie, eh bien réaliste africaine, est une rééducation des puissances impérialistes, négriers et colonialistes. Il s'agit de les ramener de leur piédestal à la juste mesure de la réalité de ce monde. À savoir qu'en Afrique seront respectés ceux qui respectent les Africains et piétiner ceux qui piétinent les Africains. En Afrique maintenant, c'est tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. En Afrique, on a compris que les relations internationales sont d'abord construites sur les rapports de force. Et l'Afrique est en train de construire les rapports de force. Car elle ne saura compter sur la pitié, la compassion de quelque puissance que ce soit. On n'a pas eu pitié de nous depuis 600 ans. Donc nous savons que la pitié ne nous sauvera pas. Alors soutenons non seulement l'orientation idéologique panafricaniste et révolutionnaire des authentiques dirigeants africains, mais respectons la réelle diplomatie. Et imposons-nous le devoir d'essayer de comprendre les contours de la réelle diplomatie, de telle façon que nous soyons en mesure de mieux conseiller les dirigeants, de mieux les protéger contre eh bien, les erreurs, les fautes d'inattention. Nous pourrons mieux les protéger de cette façon, en faisant preuve de cette perspicacité, de cette pénétrance. Sinon, la réelle diplomatie, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Mais toujours orienté sur notre idéologie panafricaniste révolutionnaire comme étant son axe. Alors, c'est ce que je voulais vraiment souligner. Enfin, pour conclure cette émission, je vous fais remarquer que depuis quelques heures, la France-Afrique, a mobilisé les principaux médias pour mener une campagne de dénigrement contre le Mali, le Burkina et le Niger au motif que ces pays ne respecteraient pas les délais de transition initialement promis. C'est une campagne immense. J'ai compté pratiquement 45 médias occidentaux et notamment France-Africains qui sont mis à contribution pour relayer les accusations de violation de droits humains, les accusations de confiscation du pouvoir qui ont été conçues par les mêmes officines. Les éléments de langage de tous ces organes sont identiques. Je voudrais quand même rappeler à chacun et à chacune d'entre nous que nous qui sommes éparpillés dans le monde, chacun a le devoir de répondre à cette campagne. La première réponse qu'on peut faire à cette campagne, c'est de leur dire « Allez étudier la durée des transitions politiques dans vos pays avant l'instauration de vos républiques. » Ceux qui veulent donner des leçons au Mali, qu'ils étudient la transition politique en France. De la chute de Pétain, pratiquement, jusqu'à la création de la 5e République, il y a eu combien d'années? Je recommence. De la chute du maréchal Pétain, et donc la chute du régime nazi, mettons en 1945. À quand est-ce que la République française a été stabilisée? Le régime politique français s'est stabilisé en 1958. 1945-1950, ça fait 5 ans. 1950-1958, au total, ça fait 13 ans. Il a fallu 13 ans de transition politique à la France pour avoir la 5e République. 13. Donc, comment les médias français peuvent venir parler superficiellement de la transition malienne, de la transition burkinabé, alors qu'ils ont fait? Et si on s'en va s'intéresser alors aux transitions révolutionnaires, entre l'ancien régime au XVIIIe siècle et la République, il y a eu combien d'années? Jusqu'en 1848, jusqu'en 1870, la République n'était même pas complètement établie. La transition politique en France a duré 50 ans. Plus de 50 ans de transition. Si on prend la période des années 1700, pour remonter jusqu'en 1870, presque 1900, pour avoir une stabilisation de la République. Entre-temps, les Napoléons ont fait des coups d'État, les Robespierre et les uns et les autres se sont entretués, les Marat et consorts.
Mais écoutez, donc voilà des gens qui n'étudient pas leur histoire et qui se précipitent pour donner des leçons de moralité politique internationale aux autres. On doit demander au personnel politique français combien d'années ont duré les transitions politiques en France. On doit demander aux Allemands la même chose. Voici l'Allemagne qui à peine connaît un régime relativement démocratique depuis 1949. 1949. La fondation de la République fédérale. La République de Weimar qui a chaviré pour donner à Hitler le pouvoir. Elle va enseigner la transition à qui? Le passage de l'Empire avec Bismarck et consorts pour venir à la République de Weimar. Ça a pris combien de temps? Est-ce que les Allemands peuvent venir parler de transition devant quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Allemagne? L'Allemagne, c'était une poussière d'États germaniques, non unifiés, à la tête desquels il y avait des princes essentiellement détenteurs de la chevalerie, c'est-à-dire d'armées montées à cheval avec des épées et des baïonnettes pour soumettre les pays germaniques. Ça a été ça l'Allemagne, pratiquement tout le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Les voilà leur histoire. Voilà leur histoire. Bon, ce sont les Britanniques qui vont venir nous parler de transition, mais qu'ils finissent d'abord avec la monarchie. Ce sont eux qui sont en train de chialer matin, midi et soir. Ah, le roi a mal à la tête. Oh, on a trouvé une bosse dans son oreille, droite. Le roi a une dent qui bouge. Le roi, vous l'avez élu. British people, are you Democrats? Did you elected the king? Is the King Charles elected so that you people can teach democracy to Africans? Astaghfirullah. Ataman. Les Britanniques aussi se promènent sur la terre avec leur Commonwealth et disent qu'ils enseignent la démocratie. À qui? D'abord, qui vous a demandé ça? Finissez avec la monarchie chez vous. Donc, je me demande comment nous, Africains, nous pouvons même céder devant une telle campagne infecte contre des régimes qui sont en proie au terrorisme. Et ça, c'est un argument important. Le Mali est en proie au terrorisme. Le Burkina, le Niger sont attaqués. On a massacré une trentaine de soldats nigériens il y a 3 jours. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi dans ces conditions? Qu'on abrège la transition pour que vous disiez que les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées ne sont pas optimales et que le régime est illégitime? On se connaît. On se connaît littéralement comme chacun connaît sa poche. Donc, le rythme des transitions maliennes, burkinabé et nigériennes sera déterminé par les peuples maliens, burkinabé et nigériens. Il n'appartient ni à Washington, ni à Paris, ni à Berlin, ni à Bruxelles, ni à Rome. Il n'appartient ni à l'Union européenne, ni à l'ONU, ni à l'Union africaine, ni à la CEDEAO de se mêler de cette affaire. C'est une affaire malienne. C'est l'affaire de la transition, des autorités de transition maliennes avec leur peuple. C'est l'affaire de la transition burkinabé avec son peuple et de la transition nigérienne avec son peuple. De quoi je me mêle? Étudier l'histoire de la transition dans les grandes puissances européennes, la transition américaine. Combien de temps il a fallu pour passer du régime traditionnel des Indiens d'Amérique, comme on les appelait les Native Americans, pour passer au régime des shérifs? La transition a duré combien de temps? Vos guerres de sécession vous ont pris combien de temps? Combien de temps il a fallu pour proclamer la Constitution des États-Unis? Quel temps y a-t-il fallu pour que vous meniez la guerre contre la puissance britannique qui voulait maintenir les États-Unis sous Sa Majesté, le roi ou la reine d'Angleterre? Combien de temps? Voulez-vous qu'on parle des transitions américaines? Elles ont été 10 fois plus longues que toutes les transitions en cours sur le continent africain. Donc, écoutez mes chers amis, ne laissons pas cette campagne s'installer, ne nous laissons pas intimider. Argumentons. Les transitions révolutionnaires africaines sont pleinement justifiées. Elles seront négociées et renégociées dans le cadre de la souveraineté populaire africaine. Les pays qui veulent s'en mêler n'ont pas une histoire meilleure. Et écoutez, il faut privilégier la paix et la sécurité avant le renouvellement des institutions. Sinon, ça serait mettre la charrue avant les bœufs. Voilà la vérité. Merci infiniment, mes chers amis, pour cette écoute de cette émission qui était consacrée à la géopolitique du Sahel, et notamment à ce que j'ai appelé la diplomatie réelle, la réelle diplomatie.
L'Afrique est à l'ère de la réelle diplomatie. En langage ivoirien, ça veut dire que si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Voilà la réelle diplomatie. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que nous avons enseigné. C'est ce que nous avons enseigné et nous avons appelé les Africaines et les Africains à faire preuve d'une très grande patience. Et en même temps de vigilance. Ne baissons surtout pas la vigilance. Mais soyons patients. Ne confondons pas idéologie et diplomatie.